BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Vincent Touraine. À 15h50, Gustavo Orenstein nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Gustavo. Bonjour. Vous êtes gérant de fonds flexibles internationaux chez Dorval Finance. Avec vous, on va faire un panorama des places boursières, celles dont on parle moins en Amérique du Sud. Brésil, c'est l'actualité aujourd'hui. C'est l'actualité, session. L'Argentine, on en a parlé il y a quelques jours avec ce défaut technique. Et puis on va aller voir du côté de l'Asie aussi. Pas seulement dans l'univers émergent, on va parler du Japon. Tout d'abord, le Brésil. Cette récession, c'était attendu, 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB. Alors bon, le mot récession, je n'utiliserai pas le mot récession encore pour le Brésil. C'est vrai que cette définition de 2 trimestres consécutifs de baisse, c'est usuel, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne définition. Ce qui se passe au Brésil, c'est qu'il y a des conditions de stagflation depuis déjà 3 ans, donc une croissance qui ne cesse de ralentir. Le consensus attend une croissance inférieure à 1% cette année au Brésil. Il y a encore un an, ce même consensus attendait une croissance de 2,5%. Donc il y a une très nette révision à la baisse et donc une suite plutôt de mauvaises surprises sur le rythme de croissance au Brésil. Et en plus de ça, s'ajoute une inflation toujours trop forte, 6,5%. Donc c'est le pire des scénarios. C'est un très mauvais mélange pour effectivement les marchés financiers. Et pourtant, les marchés financiers, enfin, la bourse du Brésil, le Bovespa, fait une hausse à 2 chiffres, enfin une vingtaine de pourcents de hausse depuis le début de l'année si on réintègre l'effet de la hausse du réal. Donc 17% en réal et puis on peut rajouter quoi, 5% pour l'appréciation du réal. Donc on voit que c'est assez curieux alors que justement la macroéconomie elle est extrêmement négative. Les élections approchent, enfin on est en pleine campagne électorale, il s'en est passé des choses pendant cette campagne d'ailleurs. Le dénouement c'est début octobre. Absolument, il y a le premier tour. Ça va changer quelque chose à la politique économique brésilienne. Bon, c'est très serré, donc c'est très difficile de dire. Mais c'est extrêmement serré. Quels sont les scénarios? Et c'est exactement ça qui est en train de jouer en fait le marché aujourd'hui. Les investisseurs sont sur cette idée-là, l'idée que la gestion de Dilma Rousseff ayant été si mauvaise que n'importe qui fera mieux de toute façon. Les 2 autres candidats en face, donc il y a le PSDB, c'est ça, le Aécio Neves, c'est on va dire le centre droit. Il n'y a pas vraiment de droite au Brésil, tout le monde est un peu de gauche, mais donc c'est qui sont moins que d'autres. Les libéraux, voilà, ce serait les libéraux. Donc Aécio Neves, qui c'est vrai que le candidat pro-business, on va dire, et qui serait le résultat le plus favorable. Et puis il y a le Parti socialiste, le PSB, qui aujourd'hui est représenté par Marina Silva, mais qui l'était il y a encore quelques semaines par Eduardo Campos, mais qui a eu un accident d'avion. Et du coup, c'est Marina Silva qui l'a remplacée à la tête du Parti socialiste. Elle ne vient pas originellement du Parti socialiste. C'est une candidate écologiste au départ. Et elle est connue pour ses positions écologistes, mais elle a repris un peu le bâton de pèlerin d'Eduardo Campos. Et du coup, il y a un énorme mouvement de sympathie vis-à-vis de Marina Silva, qui est très populaire au Brésil. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, les sondages, notamment depuis le décès tragique d'Eduardo Campos, les sondages donnent Marina Silva gagnante au second tour contre Dilma Rousseff. En quelques mots, le marché brésilien, vaut mieux rester un petit peu à l'écart avant de savoir justement d'avoir une clarification sur le plan politique? Bien, comme souvent, le problème c'est que si vous restez à l'écart et que vous attendez la clarification, vous aurez probablement raté un gros morceau du mouvement. Je crois qu'aujourd'hui, les investisseurs sont un petit peu sur un scénario à l'indienne. Vous vous rappelez l'élection de début d'année de Modi, qui avait provoqué ce grand mouvement des marchés. Il y a un peu la même chose sur le Brésil. Je crois que les investisseurs ont tort d'appliquer la même grille de lecture qu'ils avaient sur l'Inde, sur le Brésil. Il me semble un peu tôt aujourd'hui pour vraiment voir une réaccélération de la croissance au Brésil, même si encore une fois je pense que le terme de récession pour le 2e trimestre est un petit peu exagéré. Il y avait pas mal d'effets spécifiques, dont la Coupe du Monde qui a un peu perturbé la production, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une situation stagflationniste au Brésil. Il y a besoin de réformes très importantes et donc tout ça va prendre du temps à apparaître. On va garder un peu de temps pour l'Asie quand même, mais un mot rapide de l'Argentine. On n'en parle plus trop depuis ce défaut de paiement technique.
Défaut sur la dette, défaut technique. C'est un pays dont le marché n'est pas vraiment fait pour les investisseurs internationaux. On ne peut pas investir directement. Non, enfin en tout cas pour le marché action, c'est un marché relativement fermé. Le Merval est très difficilement accessible de l'extérieur. La devise n'est pas convertible. Enfin, ça pose pas mal de problèmes. D'ailleurs, le marché argentin ne fait pas partie du MSCI émergent. Il est dans des pays frontières, donc considéré comme plutôt difficile d'accès. Donc à part quelques valeurs qui sont cotées à New York, des ADR, le reste de la cote n'est pratiquement pas accessible aux étrangers. Donc je dirais que la fluctuation très forte, puisque le marché en peso argentin a dû prendre 80% depuis le début de l'année, mais c'est complètement artificiel. Ça ne correspond pas du tout à quelque chose qu'un investisseur étranger aurait pu réaliser. Ce qui s'est passé en Argentine, c'est qu'effectivement le défaut était plutôt d'ordre juridique, ce n'était pas ni la volonté ni la capacité de payer, et du coup l'impact, en tout cas l'impact initial est très faible. Par exemple aujourd'hui, la dette en défaut en Argentine se traite à 80 cents du dollar, c'est-à-dire que les investisseurs ne considèrent pas que le pays est en chute libre pour le moment. En Asie, ce qui est intéressant, dans l'univers émergent du moins, c'est la Chine, encore et toujours. Toujours, la Chine, c'est le pays qui va imprimer la dynamique globale dans la région. Ce qui s'est passé, c'est qu'après des chiffres du mois de mai et juin qui étaient plutôt pas mal, le mois de juillet était plutôt en repli. Nous, notre scénario chez Dorval Finance concernant la Chine, c'est toujours le scénario des mini-cycles. Il y a des mini-cycles, parfois infra-annuels, avec des périodes d'accélération. On est dans une période toujours d'accélération malgré les chiffres de juillet. Ça pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. La question, ça va être le début de l'année prochaine. Est-ce que la dynamique va pouvoir être maintenue? Nous restons quand même prudents sur la dynamique chinoise, même si clairement les marchés chinois, par leur valorisation, restent quand même relativement attractifs. Et puis pour conclure, comme on est en Asie, un mot du Japon, hors univers émergent bien entendu. Le Japon, la consommation a toujours du mal, elle continue de flancher. Pour autant, la stratégie de Shinzo Abe de relance de l'économie, les fameux Abenomics, avec l'aide bien sûr de la Banque du Japon, ça porte ses fruits quand même? Oui, je crois que la politique monétaire a porté en partie ses fruits, donc c'est la première flèche. Elle a quand même eu un rôle important et elle explique une grande partie de l'accélération de la croissance qu'il y a eu depuis 1 an et demi au Japon. Donc ça joue un rôle. Le problème, c'est que ça fait longtemps que le Japon est en déflation et que ça a un impact très fort sur les anticipations des gens et notamment sur la dynamique du marché du travail. Il en est sorti de la déflation. Il est sorti de la déflation, mais pour l'instant, c'est on va dire les chiffres de CPI, les chiffres statistiques. Mais la déflation, c'est aussi un problème d'anticipation et notamment pour ce qui concerne la dynamique du marché du travail, on sent bien qu'il y a toujours une difficulté dans les négociations salariales pour une très nette hausse des salaires. Il y a eu là au printemps les négociations, le Shunto, les négociations annuelles. Enfin, on voit un début d'accélération des salaires, mais il faudra attendre un petit peu pour vraiment que cette dynamique se mette en place. En attendant, ce qu'on a, c'est l'impact d'une hausse de 3 points de la TVA. Ça fait jamais du bien. Donc effectivement, il va y en avoir une deuxième. Et il y en a une deuxième prévue. Il y a une deuxième prévue l'année prochaine, un peu de 2 points seulement. Ceci étant, le Premier ministre Abe peut toujours changer d'avis puisqu'il a jusqu'à la fin de l'année pour décider si oui ou non il va aller faire cette hausse. Gustavo Orenstein, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, gérant des fonds flexibles internationaux chez Dorval Finance. BFM Business, il est 15h et bientôt 58 minutes. On fait une petite pause et on se retrouve pour la deuxième heure d'Intégral Bourse.